Bonjour, super content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Écoutez, j'étais en train de réviser mes notes dans l'ascenseur, vous l'avez vu. On va avoir une émission absolument exceptionnelle aujourd'hui sur un sujet d'importance, la cyber-intimidation auprès de nos jeunes. Mais le plus simple, c'est que je vous emmène avec moi sur le plateau, au cœur de l'émission, et dans une heure, on l'espère, c'est plus clair. Venez avec moi. Cyber-intimidation, comment préserver nos enfants. Une émission spéciale de la rédaction C'est Science, une nouvelle émission C'est plus clair, une nouvelle saison et une première pour moi. Une émission que j'ai le grand plaisir d'animer avec la rédactrice en chef du magazine C'est Science, Chloé-Anne Touma. Salut Chloé-Anne. Allô Stéphane, contente de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Chloé-Anne, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Oui. Une actualité très récente et une actualité malheureusement très marquante. 2 ans après le suicide d'une adolescente suite à du cyberharcèlement en France, pour la première fois, des parents ont décidé de porter plainte contre TikTok. Oui, c'est bien de mentionner que c'est pour la première fois. Ça crée un précédent. En fait, les parents de Marie, une adolescente de 15 ans, on se rappelle de Amanda Todd au Canada, qui avait le même âge quand elle s'est suicidée des suites de cyberintimidation et de sextorsion. Dans le cas de Marie, en fait, ça suivait des vidéos qui ont été bombardées par l'algorithme de TikTok, en fait, qui renforçait son mal-être lié à son poids. Donc, les parents, aujourd'hui, veulent dénoncer ça et le fait que, finalement, les algorithmes sont peut-être ultra puissants, mais nos jeunes sont plus exposés aussi à ces algorithmes-là et aux nouveaux réseaux sociaux populaires. Exact, les algorithmes, c'est tout un phénomène. Et justement, pour parler de ces enjeux, mais surtout pour parler des solutions, on va avoir tout au long de l'émission avec nous un observateur que je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir, Monsieur Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Jasmin, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. On va accueillir. Ça nous fait vraiment plaisir. C'était tout à fait logique qu'on vous invite. On va accueillir dans quelques instants également notre premier solutionneur. Mais avant ça, Chloé-Anne, je vais te donner le micro parce qu'on va regarder une vidéo marquante qu'on pourrait même qualifier de vidéo choc. Oui, c'est un bon terme. C'est certain que là, on le sait, hein, les enfants, on aime ça les occuper avec des téléphones, des tablettes. On a tendance à le faire souvent. Mais là, on a un chiffre qui illustre cette réalité puis les conséquences. Donc, les enfants de 3 à 5 ans passeraient au moins 2 heures par jour devant un écran. Ça nous vient de Statistique Canada. Excuse-moi, Chloé-Anne, 2 heures, c'est long dans une journée d'un enfant. Oui, tout peut arriver. C'est énorme parce que Boris Cyrulnik, il dit qu'avant l'âge de 6 ans, on ne devrait pas mettre quelqu'un sur une tablette. Exact, exact. C'est mal parti. C'est mal parti. Donc là, la vidéo qu'on va voir va illustrer ça, là, mais je vais vous laisser la regarder, prendre le temps. On va réagir après, on va s'en parler tout de suite si vous le voulez bien. Je pense qu'il n'y a personne qui est capable de rester insensible face à cette vidéo. C'est un court-métrage qui a été réalisé par l'agence TWA Helsinki pour l'organisme finlandais The Mannerheim League for Child Welfare et qui a été adapté en français par Creapils. On va parler chiffres dans quelques instants avec Chloé-Anne, mais avant, j'aimerais me tourner vers vous, Jasmin.
l'image qu'on vient de voir, on s'entend que c'est une image choc, l'image de la noyade. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne image pour illustrer la situation? Est-ce qu'on a totalement perdu le contrôle ou on est encore sous le contrôle de la situation? Bien, moi, les approches comme ça, un peu trop négatives, comme on a parlé de suicide au départ, en entrée de jeu à l'émission, il faut faire attention parce que les suicides, il faut mettre ça en contexte, là, c'est multifactoriel, surtout dans des cas comme la cyberintimidation ou l'intimidation. Ça a été démontré. Donc, ça peut être un outil supplémentaire qui va nous pousser à avoir des problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit, d'être cyber-intimidé, mais il y a d'autres facteurs à considérer là-dedans. Ça, il faut toujours mettre ça en contexte. Ensuite, dans les approches, maintenant, de plus en plus, ce que la science dit, c'est qu'il faut avoir une approche positive et bienveillante. Donc, oui, il faut parler de ce qui peut se passer sur le web avec les enfants, mais encore là, il se passe aussi des belles choses sur le web. Donc, si on focus juste sur le négatif, il ne faut pas non plus faire augmenter l'anxiété chez l'enfant ou même chez les parents, parce que si on montre des images comme ça à des parents, les parents peuvent dire « Oh mon Dieu, c'est dangereux, c'est terrible ». C'est plutôt de dire, ben moi, comme parent, comment je peux m'outiller pour bien encadrer mon enfant, pour limiter peut-être aussi le temps d'écran, là, parce que si on parle que les jeunes en bas de 5 ans passent autant de temps sur les écrans, il y a une problématique sociale. Et ensuite de ça, bien, comment on fait pour développer les compétences de nos enfants face à ces réalités-là, mais d'une façon positive et bienveillante. Parce que si c'est toujours négatif, on n'aura pas des bons résultats. Bon, justement, je vais rebondir là-dessus pour être pragmatique en termes de chiffres, en termes d'actions concrètes. Chloé-Anne, ça donne quoi? Oui, j'ai du concret. On va revenir en tout cas sur ce qui a été dit. C'est super pertinent. Mais c'est certain que là, en termes de concret, l'enfant moyen, avant même d'atteindre l'âge de 5 ans, il y aurait déjà à son actif au moins 1500 images de lui sur les réseaux sociaux. T'sais, on le sait, on aime ça. Il l'a posté lui-même? Bien, évidemment, c'est sûr que quand ils sont très jeunes, on s'attend à ce que ce soit les parents, mais c'est cute, hein, mettre des photos de son enfant, ça part d'une bonne intention. Mais n'oubliez pas là, ce que ça représente. Là, imaginez que c'est votre enfant. Bien là, ça veut dire que c'est une base de données ouverte hein, sur votre enfant. C'est une empreinte digitale. Ça constitue son identité numérique et c'est accessible à qui le veut s'en servir, en abuser, finalement, pour toutes sortes d'intentions malveillantes. Et ça appartient au réseau social. Et aussi, voilà, on est dépossédé de son image, son droit à l'image. 1500 images de nos enfants sur nos réseaux sociaux d'adultes avant même leur âge de 5 ans. Bon, c'est un chiffre qui marque. Donc, je vous propose qu'on commence la réflexion collective dès maintenant avec notre premier axe de discussion. Comment prévenir et sensibiliser justement aux conséquences de la cyberintimidation. 20 minutes sur le sujet. Chloé-Anne, il y a plusieurs formes de cyberintimidation. Je pense qu'on appelle ça aussi du cyberharcèlement. Et il y a certaines tendances qui semblent être dramatiquement à la hausse. Oui, ben c'est certain que ce qui est la forme la plus courante à laquelle on pense, c'est les insultes. Ça peut être des commentaires publics ou dans des groupes privés ou de chats privés, des messages répétés. Mais là, ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a une hausse, en fait, des cas de sextorsion. Donc, on parle, là, c'est CyberAide, l'organisme canadien qui nous envoie ce chiffre-là, mais une augmentation de 150 % des signalements de sextorsion qui font chez les jeunes, les adolescents, des victimes. Donc ça, c'est quand même assez troublant. Ça veut dire qu'on échange des images intimes ou à caractère sexuel, on fait des menaces, du chantage. Donc ça, c'est vraiment en hausse. Et il y a aussi beaucoup de cyberintimidation dans l'univers du jeu vidéo qu'on sait être difficile à encadrer. Souvent, c'est du sexisme à l'endroit des gamers, donc des amatrices de jeux vidéo. Heureusement, là, c'est certain qu'on trouve des manières préventives de renverser la vapeur. On en parlait avec Jasmin tout à l'heure, mais de se servir de ces médiums-là aussi populaires pour faire de la prévention des influenceurs. Faire de l'influence positive, c'est possible aussi. Mais on s'est traîné les pieds au Canada, là, présentement. L'Union européenne a légiféré là-dessus, surtout pour protéger les mineurs. À l'heure actuelle, on attend toujours la loi là, du côté fédéral, là, qui était supposé être porté par Pablo Rodriguez. Maintenant, c'est la ministre Saint-Onge qui devrait porter le dossier. On a hâte. C'est supposé d'être déposé parce qu'il faut encadrer. Si on a perdu le contrôle, tout à l'heure, Stéphane, tu me demandais si on avait perdu le contrôle. C'est les gouvernements qui ont perdu le contrôle face à ça. Ça nous a dépassés. On n'a pas légiféré assez rapidement. Et présentement, c'est les parents ou les enfants qui subissent les contre-coups. Et si on n'est pas capable, au moins,
protéger les adultes de 18 ans et plus là-dessus, parce que nous, on a le droit, en tout cas, on a des droits. Je crois qu'il faut avant tout mettre une priorité sur les mineurs. Et si nos gouvernements ont traîné un peu de la patte, comme vous le dites, est-ce qu'il existe au moins des actions concrètes? Ramenons ça au Québec. Est-ce que ça existe? Ben oui, il y en a qui sont le fun. Moi, j'en ai une que j'aime particulièrement, c'est Classcraft. En fait, c'est comme un jeu interactif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais... On a participé, nous, à un projet sur l'intimidation avec Classcraft. Ben c'est à partir d'avatars. Ouais. Donc, chaque élève a des avatars. Puis plus les comportements sont bons en classe, plus l'avatar a des privilèges. Donc, oui, ça marche très bien. Exactement. Ouais. C'est comme si c'était un compromis. On a le meilleur des deux mondes. On arrive à récompenser justement les comportements positifs, l'empathie. Puis ça va même jusqu'à la maison parce que si c'est le maître du jeu, le prof, là, en classe, on joue avec ça. On a accès à la plateforme à travers la tablette, l'ordinateur. Mais le parent aussi peut télécharger l'application et puis ça permet de faire un suivi. On sait que la cyberintimidation, c'est souvent après l'école. Fait que c'est bien de renforcer ça, ces comportements positif tout au long de la journée. Là. Donc, j'aime bien cette initiative-là. Là, justement, Jasmin, vous avez participé à cette initiative-là, mais je pense qu'à la Fondation, vous avez une autre initiative qui est une, je ne veux pas me tromper, mais une initiative qui combine innovation sociale et technologie avec des ateliers 360 qui, grâce à la réalité virtuelle, permettent de se mettre dans la peau de quelqu'un qui subirait de la cyber-intimidation. Expliquez-nous comment... On est plus témoin de situations. Ça, c'est des ateliers de réalité virtuelle parce que nous, à la Fondation, au départ, on parlait beaucoup d'intimidation, de cyber-intimidation, on parlait de signaler et tout. Et à un moment donné, en regardant, je me suis beaucoup informé parce que je représentais quand même une clientèle vulnérable. Puis, ce qu'on nous disait, c'est qu'il fallait outiller les jeunes, donc développer leurs compétences émotionnelles et relationnelles. Et nous, on pense sincèrement que si on met en place des mesures à partir d'apprentissages sociaux et émotionnels à l'école, ça va se manifester sur le web. Et la technologie est une bonne approche, la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est une bonne approche si, après chaque visionnement, on socialise notre expérience. Il faut faire attention parce qu'on utilise les technologies dans les milieux éducatifs et on oublie souvent l'importance de socialiser à travers ces outils-là. On parlait de Classcraft, c'est un bon exemple. On socialise, donc ça se fait en groupe. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas démoniser l'intelligence artificielle, mais il faut apprendre à socialiser nos apprentissages. Mais il semble que la cyber-intimidation la plus courante, c'est l'insulte. L'insulte, qu'elle soit raciste, qu'elle soit homophobe ou du cyberharcèlement sexuel chez les adolescents. Sont principalement la cible. Peut-être qu'il y a des experts mieux que moi qui pourront répondre là-dessus. Les femmes sont très, très ciblées, les jeunes filles aussi. Puis, oui, les insultes, les menaces. Et après, bon, on parle de sextorsion. On parle aussi de l'utilisation d'images qui ont été partagées, croyant que c'était une personne en qui on pouvait faire confiance, ou encore dans les relations affectives, chez les jeunes filles surtout. Chez les garçons, c'est autre chose. On partage des images de nous dénudés à notre copain et ensuite, il y a une rupture, on utilise ça et on partage en plus grand nombre. Donc, justement, pour répondre à ces enjeux, c'est le moment d'accueillir sur notre plateau notre premier solutionneur. Donc, je vous demande d'accueillir le professeur Stéphane Villeneuve. Bonjour. Donc Stéphane, vous êtes professeur et expert en prévention de la cyberintimidation à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes aussi membre du comité d'experts sur l'intimidation et la cyberintimidation formé par le ministère de la Famille. Et vous êtes impliqué dans plusieurs projets de recherche et initiatives. Donc je vais vous poser une question super directe. Première question. Est-ce qu'on en fait assez de la recherche en cyberintimidation? Où en est la prévention qu'on fait? Est-ce qu'elle est basée sur la théorie ou est-ce qu'elle est pratico-pratique et peut-être non pas dépassée par les nouvelles technologies? La recherche, en fait, ça dépend de quel domaine on parle. Quand on est au niveau des jeunes, il y a énormément de recherches en termes de littérature scientifique. Donc ça, c'est quelque chose où c'est vraiment très prolifique. Lorsqu'on va au niveau des adultes, par exemple, j'ai des recherches avec les journalistes, mais on voit qu'il y a vraiment peu de choses qui existent. Donc ça dépend toujours dans quelle sphère on se situe. Des fois, il y a parfois beaucoup de littérature et parfois de la recherche, il y en a très peu. Là. Mais souvent, on dit qu'il faut garder des captures d'écran quand on fait face à de la cyberintimidation. Sauf qu'aujourd'hui, les technologies permettent d'envoyer des messages éphémères qui s'effacent après quelques temps, pas longtemps.
Je vous pose une autre question. Est-ce que ces nouvelles tendances technologiques compliquent les démarches et le processus d'intervention en matière de cyber-intimidation? C'est certain que si on n'a pas les moyens, même il y a certaines applications, si on est sur WhatsApp, on envoie une photo, on ne peut pas faire de capture d'écran des photos. Donc ça, c'est problématique. Les compagnies de réseaux sociaux, c'est sûr qu'ils veulent qu'on utilise leurs produits. Alors, il y a des choses qui pourraient être faites là, par ces réseaux sociaux-là qui, pour moi, ont une portée sociale importante puis qui ne jouent pas je dirais ce rôle-là important. On devrait, par exemple, avoir dans les réseaux sociaux des endroits où est-ce que, lorsqu'on écrit le message, qu'en fonction de l'adresse IP, on pourrait dire « tu es en train d'écrire quelque chose qui peut être diffamant. En fonction de la loi, tu pourrais être passible de poursuite. » C'est ça, les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, c'est tout à fait faisable, sauf qu'ils ne veulent pas le faire pour le moment parce que c'est des profits qui sont derrière tout ça aussi, là. Donc, on veut que les gens l'utilisent. Les réseaux sociaux ne se responsabilisent pas assez de l'impact qu'ils ont sur la société. Et en plus, après ça, c'est très difficile pour les citoyens, même, surtout quand c'est des mineurs. Exemple, l'année dernière, j'ai eu à commenter, là, on exposait. Là, il y a eu une mode, on expose des gens sur les réseaux sociaux. On exposait la poubelle à sperme de l'école. C'était surtout des jeunes filles qui étaient ciblées. Et on mettait sa photo et la photo de l'école en disant que c'est la poubelle à sperme. Alors, imaginez-vous, vous êtes un parent, vous recevez ça, vous dites « Oh mon Dieu, ma fille se fait traiter de poubelle à sperme sur les réseaux sociaux. » Et vous allez voir la police, ils vont dire « Ouais, on peut intervenir, mais encore là, ce n'est pas des menaces de mort, ce n'est pas un appel à la haine. » Donc, oui, bon, on peut faire quelque chose. Et encore là, ce n'est pas simple parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est qui fait. Souvent, la police ne peut pas faire grand-chose, effectivement, par rapport à ça. Mais est-ce que, on va revenir sur les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux, les fameux algorithmes dont Chloé Anne parlait tantôt, peuvent faire quelque chose? Est-ce que des algorithmes existent pour détecter ou prédétecter il existe déjà des messages haineux? Oui, il y a des applications qui ont déjà été faites par des jeunes aux États-Unis où, justement, le fait d'écrire quelque chose d'haineux, c'était vérifié. Mais là, maintenant, il faudrait l'avoir plus dans les réseaux sociaux majeurs, Instagram, TikTok. Et pourquoi on ne les a pas dans les réseaux sociaux majeurs? Pour moi, c'est une question de rétention d'utilisateurs. Si on restreint le message, certaines personnes pourraient trouver ça ennuyant, dire je ne veux pas m'inscrire à ce réseau-là. Il y a d'autres réseaux qui vont ouvrir et eux n'auront pas cette option-là. Donc, c'est une question de profit et d'argent derrière tout ça aussi, là. Puis moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que est-ce que des fois, il y a des lois qui ont préséance? Oui. Je pense à la loi du consommateur. On parlait des réseaux sociaux, mais moi, j'ai récemment réalisé que les textos, par exemple, les voicemails, ou je ne sais pas comment, quand on reçoit un message audio, après 3 minutes, il est flushé. Moi, dans mes paramètres, ça avait été changé. En tout cas, c'était par défaut comme ça. J'ai dû le changer après. Mais j'imagine quelqu'un qui reçoit une menace, il n'y a pas la preuve, il perd la preuve au bout de 3 minutes. Donc ça, comment on fait pour encadrer ça? Parce que c'est des mises à jour d'iOS, c'est pas, on peut pas. Bien justement, peut-être que c'est juste une hypothèse. Peut-être que les compagnies font en sorte de ne pas se faire poursuivre parce que ça disparaît. Eux disent, enfin, en même temps que ils ne conservent pas nos données alors qu'on sait très bien que tout ce qu'on fait... c'est à quelque part. Là. C'est pas, si on regarde, en France, il y a un organisme qui s'appelle e-Enfance qui a des liens directement avec les GAFA de ce monde, donc avec les réseaux sociaux, et qui peuvent intervenir directement, surtout quand c'est un mineur. Ils protègent les mineurs. Donc, supposons, moi, j'ai 14 ans... Intervenir légalement? Oui, ils appellent direct. Ils ont une ligne directe, eux autres, avec Facebook, Twitter. Et si un jeune qui a 14 ans est exposé à des violences sur le web, bien, tout de suite, il peut contacter, sans même passer par ses parents, il contacte, c'est anonyme, et eux vont faire retirer très rapidement ce qui a été exposé. Là, on va sonder le public s'il y a des questions pour vous, mais il y en a une que j'aimerais vous poser, peut-être un peu plus, ben non, j'allais dire plus légère, mais non dans la réalité. Dans les recherches que Chloé Anne a faites, elle m'a indiqué que vous aviez coaché les gens d'une émission de télé-réalité super connue en 2022 qui s'appelle Occupation Double. Là, je me posais la question, souvent le comportement des adultes influence le comportement des enfants. Est-ce que ce genre d'émission-là a un impact? Bien, ça peut avoir un impact. C'est justement ce que je mentionnais aussi aux candidats. Ils ont une portée sociale sur ce qu'ils font. Donc, les jeunes vont imiter si on s'identifie à quelqu'un. Il y a une théorie en psychologie là, qui parle d'identification. Donc, quand on s'identifie à quelqu'un,
puis qu'on apprécie cette personne-là, on peut être porté à vouloir refaire le même comportement en personne. Donc, d'où l'intérêt de faire attention à tout ce qui se produit dans les émissions pour justement qu'on n'ait pas une société où les gens s'intimident entre eux parce que quelqu'un le fait, c'est accepté à la télé. Mais on l'a vu, les gens ont réagi aussi. Où est-ce qu'il y en a qui faisaient, surtout les témoins, on parlait de témoins tantôt, mais les témoins ont un rôle très important maintenant à jouer, ce qu'on voyait moins dans les dernières années. Donc, le comportement Juste attendu... après, on passera aux questions du public. OK. Donc, le comportement attendu doit être modélisé en tout temps et surtout par les adultes, par les éducateurs. Et ça, c'est très important. Donc, moi, si je m'attends à ce que des jeunes aient une bonne cyber-citoyenneté, je dois moi-même, comme adulte, comme parent, donner l'exemple. Et quand on regarde les réseaux sociaux, parce que, bon, oui, il y a eu des atrocités qui ont été dites à Occupation Double, mais ensuite, vous avez eu des gens sur les réseaux sociaux dire les mêmes stupidités. Donc, à un moment donné, on dénonce pas non plus par la violence. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, moi, comme adulte, si j'ai des enfants, puis pendant la voix, quand je ne suis pas content du choix, je m'en vais intimider, je ne sais pas, Marjo, parce que je ne suis pas content de son choix, bien, je ne modélise pas le comportement attendu chez mon enfant. Effectivement, effectivement. Un bon point. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Oui, une. Oui, je me demande en fait à quel point les politiques mises en place de prévention de l'intimidation en milieu scolaire se transfèrent en prévention de la cyber-intimidation. Parce qu'au Québec, il y a des lois contre l'intimidation. Les directions d'école sont imputables des plans de prévention de l'intimidation. Mais je suis curieux de savoir ce que la recherche dit par rapport à ces approches-là en lien avec la cyber-intimidation qui a lieu aussi en dehors de l'école puis du contexte scolaire. On se tourne vers Stéphane à ce moment-là pour la recherche. Oui, mais il y a des cours qui portent... là, il est en projet pilote, le nouveau cours qui va remplacer éthique et culture religieuse, le cours de citoyenneté québécoise. Justement, j'ai un projet de recherche qui porte là-dessus chez les enfants de 5e et 6e année du primaire, où justement, on est en train de vérifier en isolant certaines variables quel type de formation peut aider à la prévention. Donc, on essaie de les prendre vraiment en bas âge parce que c'est là qu'ils vont avoir un comportement tout au long de leur vie, qu'ils vont accepter. Puis quand je regarde dans des statistiques que j'ai vues justement dans une étude chez les journalistes, 90 des personnes qui intimident en ligne sont des hommes. Alors, c'est quand même important comme statistique. Oui, c'est ça. Donc, fait qu'il faut les prendre très tôt. Ils entendent beaucoup parler d'intimidation. Ils peuvent devenir un peu blasés, mais on essaie d'avoir des formations un peu plus immersives. Là, justement, on parlait peut-être de réalité virtuelle, mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'ils deviennent un petit peu plus... être capables de s'autoréguler. Et moi, je vais ajouter, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites dans les milieux éducatifs sur les apprentissages socio-émotionnels. Donc, l'approche est très importante. Donc, plus on développe les compétences émotionnelles et relationnelles des enfants et des adolescents, plus ça se manifeste aussi sur le web. Donc, c'est une chose de dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais c'est quoi? C'est quoi ma cyber-citoyenneté? Comment je dois me comporter? Parce qu'on parle beaucoup, une grande erreur qu'on fait, c'est toujours parler de ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne leur montre pas ce qu'il faut faire. Exact. L'exemple positif. D'accord? Et renforcer les bons comportements. On est dans un milieu éducatif, donc on a l'obligation de renforcer les bons comportements. Donc, si quelqu'un a des mauvais comportements sur le web et ensuite il y en a des bons, moi, comme adulte, que je sois parent, que je sois éducateur, que je sois un mentor, je dois être là pour dire hey, c'est bien ce que tu as fait, j'ai vu ton post, c'est formidable de la façon que tu as écrit ça. Renforcement, définitivement. On a une question ici, derrière, je pense. J'entendais Raphaël, je connais là, un peu réagir, mais tu peux prendre mon micro, dis un petit peu. Oui, alors c'était surtout si effectivement l'école, c'est un lieu des rencontres, des échanges interculturels, devrait être aussi, et par rapport au ministère, devrait avoir plus de programmes qui enseignent les enfants à découvrir la culture de l'autre et respecter sa propre culture, sa propre identité et contrer les préjugés, les stéréotypes de culture parce que ce sont des espaces d'intimidation parfois. Donc, voilà, c'est la question. Mais merci pour la question. Moi, je ne suis pas très programme, je suis plus pour l'approche. Si on parle d'apprentissage socio-émotionnel, c'est qu'on fait la promotion de la diversité dans son ensemble. Il faut faire attention aussi, si on a l'ambition d'inclure tout le monde, de ne pas se dire, bon, ben là, on va parler de telle affaire, on va parler des gays, on va parler des personnes noires, on va parler des personnes... Il faut plutôt de voir ça de façon
globale et de dire nous sommes une diversité, on est une grande richesse humaine et maintenant on va apprendre à se connaître, à cohabiter ensemble, à communiquer. Et quand on fait appel à l'intelligence des êtres humains, ça fonctionne. Donc c'est sûr que si on dit bien, tel genre de personne, elle est de tel acabit, oui, c'est sûr que ça peut créer de la discrimination, mais moi, je vois le changement qu'il y a eu dans nos écoles au Québec. Il faut quand même se le dire. Là. Il y a eu un grand changement où on fait la promotion de la diversité. Là, on ne veut pas conformer personne. Donc, je pense qu'on fait un grand effort. Des efforts d'innovation sociale. On entendait Raphaël Benitez de PAL partager le monde, justement, qui fait des ateliers de sensibilisation pour l'intelligence interculturelle. Donc, c'est super important. C'est important, mais encore là, il faut que ça fasse partie du curriculum de l'école. Oui. C'est que si vous passez, puis que dans l'école, on ne fait rien après ou avant, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je pourrais juste rajouter une dernière petite chose. Oui. Les enseignants doivent être bien formés aussi. Souvent, les enseignants vont enseigner ça et n'ont pas nécessairement les compétences pour le faire. Le manque de ressources, c'est aussi le manque de formation. Stéphane Villeneuve, il nous reste à vous remercier pour votre présence. Merci vraiment beaucoup. Poursuivons à présent notre réflexion collective avec le deuxième axe de discussion. Comment intervenir adéquatement lorsque des situations de cyberintimidation sont signalées et ou constatées? 20 minutes sur le sujet. Chloé-Anne, avant de parler d'intervention, oui, Stéphane. La première étape, c'est de dénoncer l'acte. Bien, c'est certain que si on n'est pas au courant, on ne peut pas faire grand-chose. Mais là, une étude de l'entreprise de protection en ligne McAfee révèle que 78% des jeunes Québécois victimes de cyberintimidation ne vont pas chercher de l'aide. Et là-dedans, on a le quart des jeunes qui disent aussi dissimuler la situation à leurs parents. Donc, c'est ça. Ça rend ça plus compliqué. Donc, avant d'accueillir nos deux solutionnaires, oui, Jasmin, très intéressant, bien sûr. Encore, c'est qu'on ne montre pas aux jeunes non plus comment... Il y a eu des études là-dessus. On dit signaler le problème, dénoncer, signaler, dénoncer. On ne leur montre pas comment faire. On ne leur montre pas le processus. Et souvent, ils ne savent même pas comment eux-mêmes s'y retrouver. Où aller pour dénoncer. Mm-hmm. Donc, c'est important, ça, dans les apprentissages. Ça fait partie des apprentissages. Donc, pour tenter de répondre à ces enjeux, je vous propose d'accueillir sur le plateau deux nouveaux solutionneurs, Louis-Raphaël Tremblay et Carlo Coccaro. Louis-Raphaël, vous êtes directeur général d'Optania. Carlo Coccaro, vous êtes le fondateur de la plateforme aidersonenfant.com. Carlo, je vais commencer avec vous. Comment avez-vous eu l'idée de lancer aidersonenfant.com et à quel besoin répond cette plateforme? Bonne question. Tout ce qui a été dit avant résume bien. Il faut outiller les jeunes. Je pense que ça résume beaucoup. Il faut outiller les jeunes, il faut être des bons exemples. La société prend pour acquis que les parents ont un rôle essentiel dans le développement de l'enfance et des jeunes, ce qui est tout à fait vrai. Puis en même temps, il n'y a personne qui est là pour aider les parents. Quand on y pense, il y a la DPJ, il y a les ressources quand il y a des gros problèmes, mais en prévention, pour outiller les parents, il n'y a pas beaucoup de ressources qui existent. On prend pour acquis que tout ça est inné. Mais ce n'est pas inné accompagner son enfant qui vit de l'intimidation. Ce n'est pas inné accompagner son enfant dans les transitions scolaires ou un enfant qui a une dyslexie. Et étant entrepreneur social en éducation depuis 18 ans, on se fait poser des questions comme ça à tous les jours. Et là, on a fait le constat, les parents ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'une ressource claire, simple et pratico-pratique pour être outillés face aux petits et grands défis de la parentalité. Oui, et les parents vont s'informer quand le problème arrive. Donc, il faut que ça soit pré-mâché, tout ça. Tellement. Il faut que ça soit facile d'accès. Ils vont s'informer, mais ils vont peut-être pas trouver l'information non plus. Sur aider son enfant, ils vont la trouver. Aidersonenfant.com, parfait. Je pense que ça s'appelle le parcours parent sur aidersonenfant.com. Exactement, les parcours parents. Donc, Aider son enfant, c'est une plateforme gratuite où il y a une tonne de ressources, toujours pratico-pratique, parce que souvent, la réalité du parent, c'est pas de la planification sur 3 mois. Si on a un problème maintenant, on a un enjeu, on aperçoit quelque chose chez notre enfant, on veut être outillé concrètement. Et ça, il y a une tonne de ressources gratuites, des textes, des balados, des vidéos. Puis on a le volet des parcours parents, qui est un produit qu'on a créé pour les écoles, donc pour permettre aux écoles d'offrir ces ressources-là
à tous les parents et à tout le personnel scolaire, qui sont des rencontres d'experts. J'avais le résumé, là, c'est un Netflix de rencontres d'experts sur des sujets de la parentalité, qui n'est pas seulement en ligne, il y a aussi des groupes de discussion, il y a aussi des événements en direct où les parents peuvent poser les questions. Puis l'idée, c'est de dire aux parents, « Hey, vous n'êtes pas seuls, venez passer 5 minutes avec nous, puis vous allez vous sentir mieux. Vous allez faire un pas dans la bonne direction pour vous outiller. » OK. L'ensemble de ces conseils qu'ils retrouvent sur votre plateforme, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de retrouver des conseils ailleurs? Pourquoi l'avoir développé? Super bonne question. En fait, le parent lambda, moi inclus, puis moi je suis un passionné d'éducation, je suis un universitaire, je suis capable de lire, n'a pas le temps, l'énergie ou les connaissances d'aller tout lire ce qui existe, puis d'en ressortir du contenu pratico-pratique pour moi. L'exemple que je donne tout le temps, j'ai 3 garçons d'âge scolaire, ma femme est enseignante, je suis passionné d'éducation. C'est une famille dans notre communauté qui est outillée pour aider ses enfants, c'est nous autres. Puis, my God, qu'on trouve ça dur. On en a des défis, puis on est à la recherche de solutions tout le temps. Puis, il n'existe pas, autre qu'à aider son enfant avec quelques ressources, des fois gouvernementales, des sources claires d'informations pratico-pratiques pour outiller les parents. Puis en parlant de solutions, à ma droite, on a Louis Raphaël qui a créé Optania. Louis Raphaël, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Optania? Je vais parler du côté de solutions pour l'intimidation. On avait peut-être faire un petit peu la genèse parce que Jasmin a mentionné quelque chose de super intéressant tout à l'heure, c'est que s'il y a une statistique aussi forte sur le peu de connexion qu'il y aurait avec le processus de signalement, c'est que le jeune, fondamentalement, il veut pas nécessairement, il a peur de parler. Puis il tombe, lorsqu'il est victime d'un élément super difficile, il tombe comme en état de dysphasie. Il ne trouve pas les mots. Vous, êtes-vous capable de mentionner un problème d'ordre psychologique? Comme adulte, on a de la difficulté à nommer ce qu'on vit. Comme gars, encore plus, sans vouloir faire de sexisme. Mais la réalité est ça. Fait qu'on s'est dit en 2012, si le jeune a de la difficulté à nommer qu'est-ce qu'il vit, puis c'est très intimidant de pouvoir parler parce que c'est vrai qu'on lui dit « faut que tu dénonces, faut que tu en parles », mais il ne sait même pas comment le faire. Est-ce que l'humain est la première interface pour faire ce pont-là avec son processus d'empowerment, c'est-à-dire je commence la démarche qui va de toute façon se finir avec oui, je vais parler à un intervenant, mais il faut le modeler, cette démarche-là. Puis on s'est dit peut-être qu'un robot pourrait le faire. Fait qu'on a dit on va développer un robot, on va créer une interface de première ligne qui fait ce premier pas-là, puis qu'on va démystifier avec le jeune. Tu ne veux pas en parler? Parfait, on va rester anonyme. Est-ce que vous parlez de Evio? Oui, Evio, ça vient... là, on parle du robot Vigo. Qui est, OK, le robot Vigo. Et on a déployé ce robot-là à l'intérieur des portails, du portail national Mosaïque. Et on s'est rendu compte que les milieux ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que tous les milieux sont papier actuellement. Et était impossible, il y avait une incapacité de gérer les événements du dénoncement, de la dénonciation jusqu'à la reddition de comptes au centre de services scolaires. Donc, on a transformé le produit. Pourtant, on pourrait comparer ça quasiment à ChatGPT, puis ChatGPT a un succès absolument phénoménal en termes de conversationnel. Oui, mais là, si je regarde ma montre, on est en 2023. Ouais. Là, on est en 2012. Donc... OK. Oui, puis ce qu'on veut, c'est accompagner intelligemment l'enfant. Ouais. Le chatbot, c'est comme une interface pour arriver à avoir un accompagnement humain, je présume. Là. Mais c'était le principe en 2012, vous étiez en avance. Le chatbot était très peu, un petit peu trop, en fait. C'est bien, Stéphane, de comparer parce qu'effectivement, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, ben c'est quoi la différence? Est-ce que c'est mieux encadré? Est-ce que les algorithmes... C'était vraiment axé sur démystifier le processus d'aide. Puis si tu vis quelque chose, je comprends qu'est-ce que tu vis, mais surtout comment je fais pour parler de cet élément-là. Et est-ce que le robot peut prendre le processus de communication entre le jeune et l'intervenant qui va l'aider. Donc, d'où l'intérêt d'être connecté dans un portail où l'intervenant est aussi. Mais là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de portail non plus. Donc, on a transformé le produit en une plateforme pour gérer le processus de signalement du début du signalement jusqu'au processus de traitement. Puis ça, les milieux ne sont pas encore modelés à ce niveau-là. Là, il est en déploiement dans une vingtaine de centres de services scolaires. Puis, on va réactiver le robot probablement l'an prochain. Pour certains centres de services scolaires qui, là, sont prêts, sont en mesure de gérer, les intervenants comprennent comment on gère ce processus-là aussi, parce que l'imputabilité qu'on parlait tout à l'heure, la fameuse imputabilité, c'est très intense à vivre comme milieu scolaire. Puis ça, il faut qu'ils soient rassurés que chaque action de traitement ne vont pas les mettre dans l'embarras par rapport aux journaux.
à des émissions comme celle-là. Non, c'est difficile pour les milieux scolaires aussi parce qu'ils doivent prendre souvent des violences qui sont arrivées à l'extérieur de l'école. Donc, on leur demande de sortir un peu même de leurs responsabilités. Puis dans la loi, maintenant, ils n'ont plus le choix. Mais c'est à eux d'accompagner ces jeunes-là. Et souvent, même, tu as raison de dire que les victimes n'osent pas trop en parler à leurs parents, surtout quand on parle de sextorsion. Ils ont peur de la réaction des parents. Et donc, les intervenants, les écoles en ont beaucoup sur les épaules, puis la formation continue, c'est pas optimal encore. Donc, il va falloir aussi les outiller. Là, on parle des victimes, mais il y a aussi tout l'aspect des témoins qui sont là, qui peuvent aussi intervenir. Il faut encore là bien les soutenir, leur montrer comment ils peuvent intervenir, comment on peut garder l'anonymat dans tout ça pour pas que ça se retourne contre nous autres. N'oublions pas non plus les agresseurs. On est en milieu éducatif, on est avec des mineurs. On a l'obligation comme adultes d'essayer, à plusieurs reprises, pas juste une fois, de montrer le bon comportement, qui puisse changer. Sinon, ce serait un échec de notre système éducatif. Puis c'est surtout, je pense, de contextualiser tous ces éléments-là, parce que ce que tu viens de nommer, c'est vraiment super complexe en termes de quand est-ce que je vais aller m'outiller. Puis souvent, on ne va pas s'outiller quand on n'en a pas besoin. Mais il faut qu'on ait les outils au bon moment. Il faut que les outils viennent justement au bon moment. Parce qu'on peut parler à un parent de dire « il faut que tu ailles t'outiller », mais il va surtout aller s'outiller quand il va commencer à penser qu'il vit quelque chose. Puis là, il y a une fenêtre d'ouverture super mince qui s'ouvre, où ce qu'on a une mobilisation de la personne à recevoir de l'aide, que ce soit le témoin, même l'agresseur, lui aussi. C'est vrai parce que l'agresseur, c'est l'élément clé dans le processus. Ouais, moi, je dirais même plus la personne qui commet des actes d'intimidation, de cyberintimidation. Le terme d'agresseur pour un enfant de 12 ans, c'est complètement extrême, à mon avis, parce que, comme dit Jasmin, de la même façon qu'on accompagne un jeune qui a discuté en français ou en mathématiques, il faut l'accompagner avec son comportement. Puis on ne connaît pas l'histoire de cet enfant-là. Peut-être qu'il vit des abus à la maison, peut-être qu'il a subi lui-même, puis souvent les agresseurs, les gens qui commettent des actes d'intimidation en ont subi aussi. Donc, c'est une approche humaine. Non, je ne généralise pas, mais c'est en fait, ils font partie de la solution aussi. Il faut les inclure dans le Oui, puis la pression, des fois, c'est un phénomène de pression sociale. C'est l'école qui me dit que c'était de l'intimidation que tu viens de faire. Puis dans le jeune, lui, c'était juste un effet d'entraînement de pression sociale qui l'a amené à poser ces gestes-là à répétition. Exact. Et j'aimerais ça, peut-être qu'on aille dans le public. Peut-être qu'il y a des questions ou des témoignages, justement, par rapport à ça, de parents qui l'auraient vécu. Il y en a une en arrière de moi. Bonsoir, monsieur. Chloé-Anne. Peut-être plus proche, le micro. La question que je voudrais poser, c'est justement autour de cette pression sociale-là. Je suis père de 2 ados qui ont été adoptés et on a vu très rapidement les chambres à écho prendre beaucoup de place dans la discussion parentale. Non pas parce qu'on était inclus, mais parce qu'on en avait les effets secondaires. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Bien, je vais peut-être commencer en disant, d'un concept d'un point de vue de parent, pour aider son enfant, les parcours parents, je pense que la relation parent-enfant, c'est la clé. Puis ça, c'est dès le début de la vie de l'enfant. La communication. La communication, puis la qualité de la relation, le temps qu'on va passer avec eux, les discussions, puis dire à son enfant, fais ci, fais pas ça, ça a ses limites, hein? Mais écouter son enfant. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Les nouvelles à la télé, il y en a 1000 sur lesquelles avec lesquels on peut parler avec notre enfant et dire « Hey, avez-vous vu cette nouvelle-là? Vous en pensez quoi? Ouais. » Ça fait des miracles de progrès pour amener notre enfant à réfléchir par lui-même puis à prendre les bonnes décisions et souvent, sortir des chambres d'écho. Et souvent, ça nous force en tant que parents aussi à réfléchir puis à faire évoluer notre mentalité. Tellement, parce que nous, comme parents, ça se passait comme ça il y a 20, 25 ans, mais il n'y en avait pas de téléphone cellulaire il y a 20, 25 ans. Puis quand on parle de cyberintimidation, c'est une jungle, là, donc il faut... Mais à l'adolescence, il y a quand même un phénomène là, qui se passe auprès des influences qu'on a. Quand on est au primaire, ça a été démontré, c'est les parents, les éducateurs qui ont le plus d'influence sur l'enfant. Rendu à l'adolescence, c'est les pères. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'apprentissage socio-émotionnel, il faut qu'ils apprennent à s'affirmer positivement aussi dans un groupe. Et ça fait partie d'un apprentissage de dire, ben moi, et ça fonctionne très bien, là, si on le fait sans rentrer dans le conflit avec quelqu'un. Moi, j'accepte pas ça quand tu fais telle affaire parce que tu es mon ami, puis je veux pas que mes amis fassent ça. Mais là, je suis pas là pour te rabaisser, mais comment on peut changer ça? Parce que moi, je veux te garder comme ami. Et il y a des jeunes aussi qui sont agresseurs. Moi, je l'ai vécu une fois
en conférence où une jeune fille me dit « Moi, j'agresse les autres et je ne sais pas comment arrêter parce que j'ai peur de perdre mes amis. » C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, on a tout un devoir aussi de dire comment moi, je vais t'apprendre à t'affirmer positivement dans un groupe, ce qui va faire qu'à un moment donné, nous, comme adultes, on va modéliser quelqu'un qui va avoir un propos raciste. Je vais lui dire, écoute, on ne peut pas dire ça de quelqu'un. Tu sais, comme moi, ça m'arrive des fois que les gens vont dire, ah, ben, telle personne de telle couleur est arrivée telle chose. Non, pourquoi tu dis de telle couleur? Tu as eu une mauvaise relation avec une personne. OK? Donc, on le recadre. Est-ce que ça crée un conflit? Non. Puis souvent, les gens vont dire, ah ben oui, c'est vrai, tu as bien raison. Mais est-ce que c'est systématique que les agresseurs se reconnaissent comme intimidateurs? Ben, des fois, il y a deux ça sortes passe carrément d'agresseurs. tout C'est vrai droit. qu'il y a des agresseurs qui vivent des problèmes socio-affectifs, là, qui vont vivre la violence. Mais vous avez souvent, c'est pour épater la galerie. Là. On fait ça aussi. N'oubliez pas ça. Là. 9 fois sur 10, l'intimidation, c'est fait devant des témoins, encore plus sur les réseaux sociaux. Donc, on fait ça pour épater la galerie et pour souvent même socialiser. L'intimidation, on le dit souvent, c'est un problème émotionnel et relationnel auquel il faut adresser des solutions éducatives, émotionnel et relationnel. Donc, comment moi je t'apprends à avoir de meilleures relations avec les autres sans les écraser? Parce que si tu es un leader négatif puis tu écrases les autres, imagine si c'était positif. Oui. Mais tout ça dans un cadre scolaire. Puis dans un cadre scolaire qui est imputable de faire quelque chose. Fait que c'est souvent cet élément-là qui, la rapidité d'intervention aussi, va jouer un gros rôle sur le sentiment de sécurité. Parce qu'il s'agit d'un événement qui a été rapidement traité, puis rapidement bien traité, parce que ce que tu mentionnes là, c'est vraiment important, parce qu'on a tout l'outillage qui vient au bon moment pour que, dans toutes les sphères, parce que oui, les témoins sont un élément super important là-dedans aussi, parce que c'est souvent eux, inconsciemment, tu vas essayer, dans plusieurs cas, d'encourager en étant content que c'est pas toi. Fait que, tu sais, c'est comme un sentiment de protection que tu vas faire, puis il ne sent pas bien la personne là-dedans. Tout le monde a besoin d'aide à différents niveaux, puis les milieux ont une imputabilité d'agir rapidement, mais dans toutes ces sphères de complexité-là. Fait que c'est pour ça que de plus en plus, on commence à avoir des... Bien, on y participe, mais il y a des solutions coordonnées qui commencent à se mettre en place. Puis, il y a 10 ans, je pense que tu en es l'exemple, on ne parlait pas de ces éléments-là. On ne parlait pas de facilité d'accéder à l'information comme tu le fais, tu sais. Oui. Mais maintenant, d'être en mesure de coordonner les actions, c'est ce qui crée le sentiment de sécurité, pas juste pour les intervenants, pour les jeunes qui vont tranquillement commencer à le sentir dans le milieu aussi. Peut-être une dernière réaction, Carlo? Oui, bien, moi, je pense que les parents, s'il y avait les parents qui écoutent, là, quelque chose à retenir, c'est même si les jeux vidéo ne vous intéressent pas, même si les pages Facebook, YouTube, TikTok que vos enfants écoutent ne vous intéressent pas, intéressez-vous à vos posez enfants. des questions. Oui. Et je l'ai fait, puis des fois, ça ne me tente pas. Là. Puis je le fais des fois, puis ça rend mon enfant tellement heureux. Et en même temps, je découvre des trucs qui sont extraordinaires, parce qu'on en parlait au début, des fois, il y a des vraiment 100%. belles choses qui se font. Puis en même temps, bien, mon enfant va être « Ah, ben je peux parler de ça à mon père. » Si jamais quelque chose d'un peu négatif ou plate arrive, le lien est fait. Ouais. Je veux juste faire du pouce là-dessus parce que moi, une fois en conférence, il y a un parent comme ça qui me dit « Ouais, mais moi, je ne m'y retrouve pas dans les réseaux sociaux et tout. » Ben, je dis « Écoutez, madame, même si vous ne savez pas conduire, il va falloir que vous appreniez à vos enfants de ne pas traverser sur la rouge, d'arrêter au stop. Donc, vous avez quand même une certaine obligation d'en savoir un peu. » Louis-Raphaël Tremblay, Carlo Cuccaro, merci infiniment pour votre participation. Merci beaucoup. Alors, je vous propose à présent de terminer notre réflexion collective avec notre troisième axe de discussion. Comment mieux accompagner et aider les victimes de cyber-intimidation? 20 minutes sur le sujet. Chloé-Anne, à ton tour. La cyber-intimidation, ça touche pas mal plus de monde qu'on ne le pense. Et ça touche une proportion super importante de nos jeunes. Oui, bien c'est certain. Là, on parle de plus de la moitié, donc 57% des jeunes de 10 à 18 ans au Québec qui ont déjà subi de la cyberintimidation. Puis là, on parlait de comment c'est un phénomène aussi social. On peut avoir des complexes aussi. On a besoin d'écraser les autres ou on fait ressortir une différence. C'est toujours ça, c'est l'idée de se conformer. Parce que là, on parle dans 46% des cas d'insultes sur les réseaux sociaux. Dans 25% des cas, c'est du racisme. Donc quand même, d'où l'idée de faire de la sensibilisation en ce sens-là aussi. Mais là, l'idée, c'est aussi de voir qu'est-ce qui se fait concrètement, comment on peut parler de conséquences punitives. Là, nos solutionneurs vont pouvoir nous en parler, mais c'est quand même, dans le cas d'enfants, c'est quand même assez
inquiétant de ne pas savoir qui est derrière l'ordinateur. Ça peut être des adultes aussi qui font du cyberharcèlement à un enfant. Mais Ben, 25 moi, la de punition commentaires pratiquée racistes. seule avec des enfants, moi, j'y crois pas. Il peut avoir des arrêts d'agir, mais il faut qu'il y ait des mesures éducatives après parce que sinon, on s'en sortira pas. Là. Mais j'aimerais vous faire réagir sur le 25 de propos racistes là, en termes d'intimidation. là. Je vous dis, oui, ça, c'est assez incroyable, mais les femmes sont très ciblées, les communautés LGBT aussi. Donc, ça ne m'étonne pas. Le racisme, encore là, il faudrait voir quelles communautés sont les plus ciblées que d'autres. Et c'est souvent ceux qui sont les plus visibles. Hein? Ça peut être les accents aussi. Ça peut être les accents, ça peut être la visibilité. Ouais. Donc, pour discuter de ces enjeux, on va accueillir nos deux derniers solutionneurs, Isabelle Ouellette-Morin et Marc-Antoine Harvey sur le plateau. Isabelle Ouellette, je vais commencer par vous. Ça va être un tout petit peu long. Vous faites énormément de choses dans la vie. Isabelle Ouellette, vous êtes professeure en criminologie et chercheuse en santé mentale et experte en intimidation et cyber-intimidation à l'Université de Montréal. Et vous êtes aussi au comité d'experts sur l'intimidation et la cyber-intimidation. Marc-Antoine, vous êtes avocat. Donc je vais peut-être vous appeler maître. Et vous êtes surtout un vulgarisateur pour l'organisme très bien connu Éducalois. Donc, on va commencer avec vous, Marc-Antoine. Je vais y aller d'une question très claire pour tous ceux qui nous écoutent. En termes de cyber-intimidation, qu'est-ce qu'on peut qualifier de vraies infractions criminelles? Qu'est-ce qui est réellement condamnable? C'est une excellente question. Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Dans l'univers numérique, c'est difficile de s'y retrouver, mais pour être accusé d'un crime au Canada, il faut que le geste entre dans certaines cases. Les actions devront être celles qui sont prévues par le Code criminel. Donc, que ce soit du harcèlement, des communications harcelantes, de l'extorsion, du partage de photos intimes. C'est toutes des infractions qui sont déjà au Code criminel. Par exemple, la cyber-intimidation, elle n'est pas encore listée comme un crime au sens de la loi. Est-ce qu'il y a des projets en cours pour ça? Je pourrais pas vous dire s'il y a des... Oui, au fédéral. C'est au fédéral de légiférer là-dessus. Moi, j'ai participé il y a 2 ans aux tables de travail avec Pablo Rodriguez. Là, c'est dans les mains de Mme Saint-Onge maintenant. Puis on espère que qu'on règle ça vite parce que, OK, pour les adultes, c'est une chose, mais pour les mineurs, c'est catastrophique. Alors, justement, le cadre dont vous parliez pour les mineurs, est-ce que ça peut s'appliquer? Donc, pour être reconnu coupable d'un crime au Canada, il faut avoir minimum 12 ans. Donc, ça commence à cet âge-là où on peut avoir notre responsabilité criminelle. 12 ans. 12 ans. Oui. Donc... Mais là, c'est le tribunal de la jeunesse. Exact. Donc, c'est la chambre, c'est ça, la chambre de la jeunesse. C'est quoi les conséquences possibles? C'est le même parcours qu'un processus criminel conventionnel pour un adulte, mais ça va être un endroit différent. C'est la chambre de la jeunesse. Donc, disons, une personne, un jeune, peut faire des communications harcelantes, OK? Ou comme de l'intimidation, des menaces. Fait des menaces de mort ou de détruire un bien. Il y a une plainte qui est déposée à la police. Il y a un processus d'enquête qui va suivre son cours. Ensuite, il va avoir, comme dans le cas d'un adulte, une sommation ou une citation à comparaître. Donc, c'est un processus qui est assez difficile pour un enfant de vivre ça et c'est pris en considération par la cour. Souvent au niveau des peines. Recevoir ça quand on est jeune, c'est intimidant. Puis ensuite... Absolument. Exact. Donc, ça ressemble au même parcours que pour un adulte, mais pour les peines, ça va être différent. Là, je vais me retourner vers Isabelle. J'ai présenté votre curriculum vraiment impressionnant. Puis là, j'imagine qu'il y a énormément de monde qui ont le goût de comprendre c'est quoi que vous faites précisément. Puis notamment, vous travaillez avec le réseau de la santé. Puis j'aimerais ça que vous nous parliez des différentes initiatives que vous lidez. Excusez le terme en anglais. Merci de l'invitation d'abord. Je fais peut-être trop, en fait. C'est jamais trop quand on parle des enfants.
Oui. D'abord, on suit plusieurs échantillons populationnels d'enfants qui sont nés au Québec, qui ont grandi au Québec, dont l'étude longitudinale des enfants du Québec. On les suit. Et c'est de cette façon-là, notamment, qu'on arrive à identifier les facteurs individuels ou présents dans l'environnement qui soutiennent la résilience en cas d'adversité, incluant en situation d'intimidation. Parce que, dans le fond, la recherche est là pour nous aider à trouver des cibles qui sont malléables et sur lesquelles on pourra baser nos intentions d'intervention par la suite. Tantôt, on parlait des apprentissages socio-émotionnels. Il faut absolument continuer à insister à ce que ces apprentissages-là soient au curriculum et encouragés de la même façon. C'est un des 3 piliers du programme scolaire. Il faut que ces apprentissages-là soient intégrés dans le programme, dans le curriculum. Il faut qu'ils commencent dès la petite enfance. C'est ce que vous appelez la résilience. Stéphane, oui. On le fait de plus en plus à la petite enfance, au primaire. La difficulté qu'on a, c'est au secondaire. C'est la responsabilité parce que c'est une approche. Hein? Les apprentissages socio-émotionnels, c'est une approche. Et quand on arrive au secondaire, puis les enseignants, là, ils en ont par-dessus la tête, je comprends, mais c'est l'approche globale. Il faut aussi qu'ils soient bien formés là-dedans. Comment, moi, à travers ma matière, je vais créer des relations, puis au secondaire, on change d'élèves selon les matières et à un moment donné, ils ont tellement d'élèves que la relation est difficile. Et la relation est essentielle à l'apprentissage. Oui, est-ce que je peux continuer bien là-dessus? sûr. Je trouve ça excessivement intéressant parce qu'à chaque âge a certaines cibles d'apprentissage qui ont le potentiel de venir soutenir et donner des outils aux enfants, aux adolescents à non seulement être capable de soutenir ses amis s'ils sont témoins d'intimidation, mais être capable de s'affirmer d'une façon positive lorsqu'ils sont victimes d'intimidation ou être capable de mieux réguler les émotions ou se trouver d'autres stratégies pour atteindre les objectifs. Être populaire, avoir du plaisir avec les amis et tout ça. Donc, tous ces apprentissages-là doivent être faits adaptés à l'âge des enfants et surtout réinvestis tout au long du développement. En 2016, vous avez lancé une application mobile, il me semble, qui s'appelle Plus fort. Okay? C'est une application où on peut remplir un journal, on peut répondre à un questionnaire, on peut avoir accès à des vidéos, à des stratégies, etc. Est-ce que vous considérez que Plus fort est l'équivalent d'un suivi personnalisé? Non, je ne pense pas. Je pense que Plus fort, c'est une application qui est un pont entre le jeune dans le moment où qui vit des situations difficiles, qui n'a pas envie d'en partager, pour lequel il y a moins de soutien étant donné que le soutien requiert un dévoilement auquel il n'est pas prêt à faire face. Donc, dans ce moment d'isolement, une application m'apparaît comme un de plusieurs outils qui s'offrent aux jeunes et aux parents aussi et qui peuvent accompagner leurs jeunes à utiliser cette application-là. Et ça devient aussi un outil de dévoilement par la suite lorsqu'ils se sentent justement plus forts. Puis il y a quelques années, je pense que vous avez même annoncé des résultats super intéressants d'une baisse de 50% des victimisations. Là. Est-ce qu'il y a une mise à jour de ce chiffre-là aujourd'hui? Non, il n'y a pas de mise à jour. La prochaine étape est vraiment de faire un essai contrôlé randomisé, puisque on parle beaucoup d'innovation, puis il faut continuellement soutenir ces réseaux d'innovateurs au Québec qui font des belles choses, mais il faut aussi les tester. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense qu'il manque du financement pour avoir des études qui évaluent non seulement l'acceptabilité, l'accessibilité de ces outils-là et qui en testent l'efficacité. Donc, si c'est ce qu'on essaie de prêcher par l'exemple, cette application-là, on a voulu l'évaluer, puis on a été nous-mêmes surpris à quel point ça réussissait à diminuer l'intimidation. Marc-Antoine, je vais revenir vers vous. Peut-être une dernière question avant de prendre celle du public. Là, l'intelligence artificielle a fait des pas de géant. Okay. On s'entend beaucoup plus rapide que l'encadrement légal qu'on ne fait pas de l'intelligence artificielle. Il y a la notion de deepfake qui existe. Reprendre la voix, reprendre l'image de quelqu'un, puis s'en servir pour ce qu'on appelle du revenge porn. Okay? Ma question est la suivante par rapport à ça. Est-ce qu'on s'attend à ce que ce genre de pratique soit éventuellement utilisé par les cyber-intimidateurs et est-ce que la loi va un jour être prête à y faire face?
deepfake? C'est une bonne question. Beaucoup Elle est lourde. d'informations. Je le sais qu'elle est lourde. Ben, je vais revenir sur les commentaires de M. Roy. Ça prend toujours une volonté gouvernementale. Vous savez, les lois arrivent toujours par après. Il faut qu'il y ait des problèmes, et puis là, il y a des débats de société, et là, on s'assoit comme on fait aujourd'hui au Parlement, puis on se demande comment on va faire pour régler la situation, OK? Là, c'est l'histoire des faits que vous me parlez. Peut-être que ça a un lien avec le droit à l'image aussi. Il faut savoir, on a tous notre droit à l'image, et pour partager des images de soi, il faudrait donner son consentement en théorie. Si on partage des images ou on publie des images d'une personne et ça lui cause un préjudice, bien là, techniquement, on pourrait avoir un recours au tribunal à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est la vraie image de la personne? C'est une image recréée par une intelligence artificielle. Donc, il y a énormément de subtilités. C'est très complexe. Il y a aussi qui fait ça. Il faut identifier la personne. Il y a une composante aussi criminelle. Si vous parlez de trucs sexuels, donc est-ce que ça serait du partage de photos intimes? Est-ce que ça serait on la l'a vraie vu personne? avec Lauriane, il y en a de plus en plus. Ce qu'on appelle la sextorsion, c'est comme ça que tu appelles ça? Oui, il y a une augmentation, c'est certain. Puis là, c'est vrai que c'est un peu hypothétique, mais on se dit ça s'en vient. C'est en train d'arriver. On le voit, le jet set est pris avec ça. Puis ils viennent de réaliser c'est quoi de l'hypertrucage. Là, on voit Nathalie Simard qui dit oh, mon Dieu, je viens de découvrir cette patente-là. Ça fait quand même des années, des mois, en tout cas minimalement, qu'on en voit. Pour vous rassurer, à l'heure actuelle, moi, j'ai rien entendu par rapport à ça dans les écoles. Donc, est-ce qu'il faut prévenir? Sûrement, mais oui. Bien, peut-être pour ajouter là-dessus, ce n'est qu'un nouvel outil qui permet d'atteindre un but qui est un comportement intimidant. Encore là, l'idée en arrière, c'est de faire en sorte que l'enfant n'ait pas envie d'utiliser cet outil pour atteindre son objectif qui est d'avoir des amis, être accepté et tout ça. Oui, mais il y a un effet mode autour de ces outils-là. Bien sûr, mais encore là, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est vrai, le montage a toujours existé, je veux dire, c'était moins sophistiqué. On parle de l'intention. Si on peut faire de la prévention, c'est génial. Mais prévoir aussi quand même des mécanismes parce que ça arrive à une vitesse, là, ça se développe à une vitesse fulgurante, là, la technologie. Est-ce que, au niveau du public, est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, réactions non violentes? Questions? Écoutez, Isabelle Ouellette-Morin et Marc-Antoine Harvet, on vous remercie réellement beaucoup aujourd'hui pour votre présence. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. C'est donc la fin de cette émission C'est plus clair, ma toute première émission. Depuis l'espace Montréal Cowork de Montréal que l'on remercie. Merci d'ailleurs à Raphaël Dimanche pour cet accueil entre vos murs. Merci à notre observateur Jasmin Roy, très apprécié. Merci à nos 5 intervenants venus illustrer les avancées significatives pour contrer les effets de la cyber-intimidation sur nos enfants. Stéphane Villeneuve, Louis-Raphaël Tremblay, Carlo Coccaro, Marc-Antoine Harvet et Isabelle Ouellette-Morin. Un merci tout particulier aux équipes de BRP et de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci à la rédaction de C'est Sciences, emmenée par sa rédactrice en chef Chloé Anne, à la réalisation Giulia Fratti et Njiji Doumbia, à la technique Jean Adler-Gaëtan. Merci à toutes les équipes GTS, à la direction du plateau Annie El-Kaïm et Camille Guédamour. La gestion des partenariats était assurée par Jonathan Chodjai et Giulia Golestani. En soutien logistique, Gita, pardon. En soutien logistique, Eva Bordin-Vinco. Et j'aimerais, pour la fin de cette toute première édition, remercier chaleureusement l'équipe de C'est Sciences pour son accueil d'un débutant comme moi et un merci tout particulier à Philippe Regnoux qui a décidé de me faire confiance. Prochain rendez-vous, oui, on peut les applaudir. Merci. Prochain rendez-vous, c'est plus clair, dans quelques jours, que j'aurai le grand plaisir de co-animer cette fois-ci avec Déborah Cherenfant. On parlera d'intelligence artificielle responsable à l'occasion du grand événement All In au Palais des Congrès. Un grand merci à vous de nous avoir suivis.